Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackers et hackeuses. Aujourd'hui, je vous propose de poney la machine Lord of the Root, qui, comme son nom l'indique, et comme on voit dans la description, il faut partir à la recherche du précieux en élevant nos privilèges. Donc on se doute que ça va être lié au Seigneur des Anneaux. Donc c'est une machine que j'aime beaucoup, même si elle n'est pas toujours réaliste, mais comme j'adore le Seigneur des Anneaux, il fallait bien que je la fasse. En plus, j'avais dit dans une précédente vidéo qu'on parlerait de SQL Map, et comme là il y a besoin de SQL Map, c'est l'occasion. On voit qu'on a beaucoup de temps, 5 heures, donc ça... Ils estiment que c'est une machine difficile, pourtant il me semble qu'elle est pas si dure que ça. Mais on va essayer de faire ça en moins d'une heure. Donc c'est parti, comme d'hab je fais un scan de port, CF mes anciennes vidéos si vous voulez le détail. Et donc la cible est sur la salle 13, rootme.org. Et je fais une pause pour vous éviter d'attendre le scan and map. Parfait, donc on voit qu'il y a deux ports ouverts, le 22 et le port lit 1337. Donc comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, dès qu'on a un serveur, enfin on favorise en priorité de creuser les serveurs web. Donc là on voit que le port 1337 c'est du HTTP Apache. Donc on va commencer par creuser ce port là. Donc je mets en cible via un navigateur web le port 1337. Et on tombe sur une petite demoiselle qui va prendre le contrôle du Mordor. Ça promet. Ça promet. Donc, à partir de là, on peut faire pas mal de choses. Lancer un diable, voir une précédente vidéo, creuser un peu le code source. Là, on voit il y a vraiment rien. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de ce qu'on appelle Sioul, donc c'est un outil qui permet de générer des word lists. On va pas forcément l'utiliser aujourd'hui, mais c'est pour vous dire qu'on peut faire, au lieu d'utiliser les listes de mots par défaut, qui sont avec DIRB ou DIRBuster, on peut générer ses propres listes orientées sur des thèmes. Là par exemple, vu que c'est Lord of the Ring le thème, donc le Seigneur des Anneaux, on peut essayer par exemple de mettre des mots en rapport avec le Seigneur des Anneaux. Par exemple, elle parle de ring, donc je peux essayer de faire un slash ring. Et ça nous met Sam, we can't go this way, the black gate is too mainstream. Par contre, du coup, ça renvoie pas un 404, je pense. Alors, comme on va sûrement en avoir besoin pendant la vidéo, je vais lancer dès à présent burp. Donc, je vais dans mes outils, Java jar burp. Et pendant qu'il se lance, on peut essayer d'autres mots. Genre, il y avait ring et Mordor. Donc si j'essaye slash Mordor, pareil, même message qu'avant. Donc j'imagine que c'est un peu l'équivalent du 404. Donc c'est quand la page n'existe pas, enfin ou c'est pas la bonne piste. On va vérifier ça avec burp. Donc proxy, j'enlève l'intercept et je regarde l'historique. Je configure dans Firefox le proxy pour passer à travers burp. Parfait. Et on relance la requête. Et on voit bien la requête et la réponse. Ah tiens, dans la réponse, comment ça se fait que j'ai pas vu tout à l'heure? Quand on a fait quand on a fait slash ring. Ah si, c'est bizarre que j'ai pas vu. Alors du coup, dans la réponse, on voit qu'il y a un commentaire. Donc là c'est pas réaliste parce que aujourd'hui c'est quand même super rare d'avoir des commentaires intéressants sur les codes sources des sites web. Mais à l'époque ça se faisait et ça me permet de vous parler un peu du base64. Donc ça ressemble beaucoup du base64 et je peux facilement déchiffrer si je fais CTRL-SHIFT-B dans burp. CTRL-SHIFT-B qui permet donc de décoder du base64.
Alors le base64 c'est vraiment la base, hein, comme son nom l'indique, c'est la base qui vous servira tout le temps, donc ça il faut bien maîtriser. Donc le concept c'est de représenter avec des caractères ASCII, donc ça va être juste des lettres minuscules, majuscules et des chiffres et des égales. Là, s'il y a peut-être des slash quelque part, je sais plus exactement quels sont les caractères autorisés. Mais en tout cas, que des caractères imprimables, et qu'avec ces caractères imprimables, on peut représenter du binaire. Donc du coup, ça prend plus de place, puisqu'au lieu de pouvoir représenter un binaire comme d'habitude, donc de prendre tous les octets, on va être obligé de prendre que les octets qui sortent quelque chose d'imprimable. Donc ça, c'est plus long que... mais ça a l'avantage de pouvoir représenter du binaire sous forme imprimable. Du coup, ouais, vous allez l'utiliser tout le temps dans plein de situations, dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on voit que si je décode ce base64, ça me sort un autre. Donc le base64 décodé, mais ça me sonne une autre chaîne ASCII. Et là, on voit que ça semble être un indice closer, donc on se rapproche du but. Et celui-là aussi ressemble à base64. Donc le base64, ça finit souvent par des égales. En fait, vous voyez, c'est du padding à la fin. Qui fait que parfois il y a un ou deux égales. Donc quand vous avez une chaîne avec un égal à la fin, vous pouvez quasiment être sûr que c'est du base64. Là, celle-là, c'était moins évident, mais bon, après, ça c'est l'habitude qui parle. Et donc l'autre moyen, si vous n'êtes pas dans Burp, mais vous avez juste un terminal pour déchiffrer du base64, c'est relativement simple. Vous faites écho de la chaîne, base64-d pour décode, et ça décode la chaîne. Et là on voit, tadam, donc pas réaliste, mais on voit une URI, donc la fin d'une URL, qui semble être un dossier web. Donc je remplace mon ring avec ça. Et on tombe sur une page d'authentification. Donc là on voit que le chiffre là dit, je sais pas combien il y en a, une dizaine de caractères. On l'aurait probablement pas trouvé avec du brute force via DIRB. Donc heureusement qu'on a regardé le code source en amont. D'ailleurs, regarder le code source, je crois que c'est la première étape que je fais quand j'audite un site web. Je parcours toutes les pages avec Burp, et après je regarde le code source de toutes ces pages parcourues à l'aide d'outils dans Burp pour accélérer le truc. Très bien. Donc à partir de là, on va pouvoir jouer avec le base64, avec le SQL map si je me trompe pas. Donc la première chose à faire, de toute façon, quand on a un formulaire d'authentification, c'est de tenter le admin. Et pour info, dans le save, user password invalid. Pour info, ça me rappelle une mission que j'ai eue, qui est assez en rapport avec cette machine, parce qu'en fait c'était donc un client dans l'import-export qui avait un site qui n'était pas dédié au grand public, mais qui était dédié aux chauffeurs et chauffeuses de ces camions. En fait, sur le point de livraison, pour livrer, il devait rentrer donc sur cette interface, sur une interface comme ça qui était dédiée pour eux. Et en fait, le login mot de passe, j'ai tenté le admin et c'est rentré. Du coup, donc j'ai prévenu le client, quand c'est comme ça en test d'intrusion, quand vous trouvez une faille critique, vous attendez pas la fin de l'audit, vous prévenez le client. Et le client était au courant, donc je me suis dit bizarre, ils sont au courant et ça les stresse pas, bon. Et en effet, je tombais sur un autre formulaire derrière où on pouvait pas faire grand chose. Et du coup, ce deuxième formulaire derrière, je l'ai scanné avec SQL Map, et il y avait une injection SQL. C'était en 2019, hein, c'est pas très vieux comme mission. Et du coup, en plus c'était du MS SQL, donc du Microsoft en face. Donc mon injection SQL me permettait d'exécuter du code sur la cible. Donc j'ai pu avoir un shell sur la cible. En plus elle n'était pas patchée, donc j'ai pu devenir admin sur la cible. Et après je suis devenu domaine admin, ça c'est pas la partie la plus difficile. Donc tout ça pour dire que même si on en voit de moins en moins, parce qu'il y a plein de nouveaux frameworks qui gèrent comme il faut les injections SQL, ça existe encore aujourd'hui. Donc ça reste un outil d'actualité SQL Map. Alors qu'est-ce que c'est que SQL Map ? Alors SQL Map, donc c'est un outil qui automatise l'exploitation d'injections SQL. Du coup, je pense qu'on aura l'occasion dans d'autres machines de faire des injections SQL à la main, mais probablement des trucs un peu plus sioux que les classiques. Mais donc là, je vais vous montrer ce qu'on fait en audit, parce qu'en audit, on a pas trop le temps de jouer à la main, quoi.
sauf si ça dépend des audits, il y a plein de situations différentes, si on a le code source, si on n'a pas le code source, en fonction du temps qu'on a. Mais en tout cas, on automatise souvent la détection d'injection SQL avec SQLmap, qui est quand même l'outil le plus puissant à l'heure actuelle pour faire ça. C'est un outil qui est vraiment une usine à gaz. On va voir qu'une petite partie aujourd'hui des possibilités de cet outil. Alors le plus simple, moi ce que je fais quand je suis en audit, c'est que donc je fais ma requête sur la page. Donc après il y a souvent plein de pages, mais les pages de formulaire sont intéressantes parce que c'est des endroits où il y a pas mal d'input utilisateurs, d'entrée utilisateur. Donc ça va être des endroits où potentiellement il y a plus de probabilité qu'une injection SQL s'y présente. Donc je fais copy to file, donc j'enregistre ma requête vers le site. La requête où il me semble qu'il peut y avoir des injections SQL. Alors là on n'est pas sur du Vax the Box, on est sur du root me et on est sur la machine Lord of the Ring. Lord of the Root, sorry. Et on va appeler ça rec.txt. Save. Donc, normalement le fichier apparaît là, voilà. Et donc ce fichier qui contient la requête, si je fais cat, on voit bien que c'est la requête que j'ai initiée. Donc le gros avantage c'est qu'il a en plus la session PHP configurée. Quoique là pour nous on s'en fout parce qu'on n'est pas encore authentifié. Bref, donc je fais sqlmap-r pour lui dire d'utiliser ce fichier, rec.txt. Et on va faire -dbs, donc ça c'est l'option pour juste afficher le nom de la base de données. Donc ça en fait c'est un peu bidon, c'est juste pour vérifier voir s'il arrivera ou pas à trouver une injection SQL. Et après on peut jouer sur les niveaux, level, donc de 1 à 5, de mémoire 5 c'est ce qui va faire le plus de tests possible, et 1 le moins de tests possible. Donc le but, en audit de toute façon en général on met tous les curseurs à fond, parce qu'on bourrine. Mais là je pense que le niveau 3 devrait suffire. Alors il me dit... alors SQLmap, ça qui est bien, c'est qu'en général la réponse par défaut est la bonne. Donc là on va laisser par défaut. Et on le laisse chercher. Ah, c'est marrant, ma machine est configurée heure française et SQLmap affiche l'heure américaine, on dirait. Après on peut changer le niveau de verbosité aussi pour afficher plus ou moins de choses. Parfois c'est utile si on veut afficher en détail la requête qui passe en sortie et en entrée. Et là il semblerait que ça y est, il a trouvé le post parameter username est vulnérable à une time-based injection SQL time-based. Donc time-based pour précision, c'est que c'est basé sur le temps. En fait le serveur en face, quand on injecte notre code SQL, il met plus de temps pour répondre, donc on peut en déduire que notre code SQL fonctionne. Bon pareil, je pourrais sur la fameuse mission dont je parlais au début de la vidéo, c'est une time-based aussi. Et pour info, dans les conditions de la vraie vie, parce que là on est sur... enfin remarque, ça dépend des serveurs, dans la vraie vie aussi on peut avoir des serveurs rapides. Mais moi dans ma mission, le serveur était très lent, du coup j'en avais pour 6 heures pour faire une commande. Donc j'ai dû... j'ai passé quand même un week-end à dumper de la base pour rien, et du coup j'ai pensé à exécuter du code qu'après. Donc ça peut être très... dans les conditions réelles, ça peut être... enfin, faut être patient, quoi. Là, heureusement, on va pouvoir le faire en 1 heure sans problème. Donc là, il me dit qu'il a trouvé l'injection SQL, donc il me dit est-ce que vous voulez passer les prochains tests? Oui, du coup, c'est pas la peine. For the remaining ticks, do you want to... On laisse par défaut. On s'en fout. Pourquoi il continue? Parce que je lui ai dit, mais... Ah ouais, parfois peut-être c'est plus intéressant de trouver une injection SQL qui soit pas du time-based, mais autre chose, comme ça on peut avoir une sortie plus rapide. Je ne sais pas si ce sera le cas sur cette machine. Et ce qui est bien aussi, c'est que parfois il y a des faux positifs et SQLmap automatiquement gère ces faux positifs.
Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il il nous précise la base de données derrière. Donc là, le backend semble être du MySQL. Puisque en fonction du backend, évidemment, ce sera pas les mêmes commandes, donc c'est pas du tout évident à gérer à la main. Là, franchement, cet outil vous fait gagner tellement de temps par rapport à des exploitations à la main. Après, il peut carrément optimiser automatiquement le temps qu'il faut, puisque donc pour précision, une injection SQL time-based, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on injecte notre requête SQL, notre code SQL, il va mettre plus de temps pour répondre. Maintenant, s'il met genre 10 secondes de plus pour répondre, eh ben ça veut dire qu'il va falloir à chaque fois émettre une requête qui devra attendre 10 secondes pour le retour. Et sachant qu'en plus, comme nous on veut extraire de l'information, et probablement à l'aveugle, parce que le time-based on n'est pas forcément... ouais c'est ça, on est blind, donc on a zéro retour. Donc c'est très lent, ça veut dire qu'on va chercher caractère par caractère, est-ce que là, ce caractère là c'est un A ou un B. Alors par dichotomie et différentes méthodes, on va pouvoir accélérer le nombre de requêtes à faire, c'est-à-dire baisser le nombre de requêtes à faire et du coup accélérer la sortie des informations. Mais on peut aussi jouer évidemment sur le temps et essayer de trouver le temps le minimum possible où on voit une différence par rapport à une requête qui n'est pas traitée, par rapport à du code SQL injecté dans la requête qui n'est pas traitée. Alors là il nous affiche pas mal d'erreurs, je sais pas trop pourquoi. Ça a l'air d'être des mauvais caractères. Alors pourquoi il y a des mauvais caractères? Je ne sais pas, est-ce qu'on n'aurait pas perdu la partie? Non, la partie tourne toujours. Est-ce que le serveur répond toujours bien? Ah, le serveur a l'air de moins bien répondre. D'où le problème de requête. Ah si tiens. Ah énorme, il a réussi à s'authentifier. Alors ça c'est peut-être lié au fait que SQLMap a tellement joué avec des requêtes qu'il a bypassé l'authentification sans faire exprès. Ou en faisant exprès mais c'était pas le but. Et du coup quand on se connecte sur la page, on a une belle image liée à Lord of the Root. Bon. Par contre ça m'inquiète un peu quand même, ces messages d'erreur. Est-ce qu'il va finir par y arriver? Ah ouais, là je crois qu'il est en train d'essayer de récupérer le nom de la base de données, donc il est bien dans son rôle, mais c'est juste bien lent. C'est pas gagné hein, si on doit faire toute l'extraction à cette vitesse. Heureusement que vous aurez pas à attendre, puisque je vais pouvoir faire des pauses dans la vidéo. Et d'ailleurs je fais la première maintenant, comme ça on se retrouve quand il a fini. Bon, on n'a pas l'air rendu... ça met vachement de temps, comme quoi on est proche de conditions réelles. Alors ce que je vais faire pour accélérer un chouïa, c'est que je vais arrêter cette requête et je vais la remplacer par -currentDB. C'est-à-dire afficher la base de données courante. Ça nous permettra de gagner un peu de temps. Et je me dis qu'en relançant en plus, peut-être qu'il va avoir une connexion plus stable et que ça va baisser le nombre de secondes par requête. Parce que c'est bien la peine d'avoir une fibre optique pour avoir aussi peu de requêtes à la seconde.
plus, j'ai rien d'autre qui utilise mon réseau là. Ouais non, y a rien à faire, c'est le serveur en face qui est lent. Eh ben, on n'est pas rendu. Bon, moi je relance une pause. Voilà, il fallait pas être pressé. On finit par apprendre que la base de données de l'application, enfin la base de données utilisée à l'endroit où on injecte le code SQL est WebApp. Et donc WebApp, j'imagine que c'est la base de données qui est utilisée par l'application où on avait le formulaire d'authentification. Donc ça peut être intéressant effectivement de voir un peu plus ce qu'il y a dans cette base de données, parce que potentiellement il peut y avoir des logins mots de passe, les fameux logins mots de passe qui sont utilisés pour accéder à l'application. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que je connais le nom de la base de données, donc je dis -d WebApp, donc je dis dans cette base de données, j'aimerais connaître quelles sont les tables qui sont présentes. Donc c'est parti. Et du coup ça va être long a priori, donc je refais une pause une fois de plus. Pour ceux qui font la machine sur RootMe comme moi, vous allez voir qu'il va falloir être patient. Et voilà, après de longues minutes, on voit que dans la base de données WebApp, il y a une seule table qui est Users. Donc au moins c'est assez simple, on n'a pas trop à se prendre la tête. Donc maintenant qu'on sait ça, on va dire, bah, dans la table Users, je voudrais récupérer quelles sont les colonnes. Et du coup, j'ai pas moyen d'accélérer ça, hein. Je vais encore devoir patienter un bon bout de temps. Allons-y. Alors, c'est pas encore fini, mais comme je suis pas patient, on voit que pourquoi c'est long, hein, c'est parce qu'il est obligé de le faire caractère par caractère, hein. Je rappelle, on est en blind, donc on n'a aucun retour, donc en fait il teste par dichotomie, est-ce que le caractère est après ou avant n, est-ce que le caractère est après avant f, etc., etc. Du coup c'est pour ça que c'est long et le serveur en face ça répond lentement malheureusement. Donc ici on voit que c'est en cours et que il a sorti donc id, in, on voit en fait chaque caractère qui sort, hein. id, int1, donc ça veut dire qu'il y a une colonne id qui est de type int entier, et on a 10 entre parenthèses, donc la longueur du champ c'est 10. Ensuite on a us, donc on voit qu'il y a une colonne qui s'appelle username qui est de type va, et c'est là où il en est, var, donc ça va être sûrement être varchar. Et du coup, pour gagner du temps, parce qu'on peut imaginer que s'il y a une colonne qui s'appelle username, bah, probablement y avoir une colonne qui s'appelle password, hein, c'est quand même des colonnes très habituelles. Donc on va prendre comme hypothèse, on verra bien si c'est pas le cas, si on se trompe comme hypothèse, ça enverra un message d'erreur. Mais on va prendre comme hypothèse qu'il y a une colonne username et une colonne password. Donc l'étape d'après, ça va être de récupérer les valeurs qui sont dans ces deux colonnes. Donc je coupe le scan en cours, je prends comme hypothèse que, enfin, username on est sûr hein, qu'elle existe, mais password on n'a pas attendu jusqu'à la fin pour voir si elle existe, et j'imagine que ces deux colonnes existent, et je dump le contenu. On est reparti pour un bon bout de temps, mais j'en profite pour vous parler un peu des conséquences que ça a dans la vraie vie, toutes ces dumps liés à des injections SQL. Ce qui est beaucoup présent, donc on a eu vraiment les grosses boîtes qui ont été touchées, hein, il y a LinkedIn, enfin quasiment toutes les grosses boîtes, j'exagère, mais vraiment un sacré paquet ont été touchés par des injections SQL et des bases de données dumpées sur Internet. Ce qui permet d'ailleurs aux attaquants et aux attaquantes de récupérer de grandes bases de données de mots de passe et pouvoir faire des statistiques sur les mots de passe utilisés par les gens et être encore plus efficace dans tout ce qui est craquage de mots de passe. Mais ça c'est un autre sujet. Ce qui est aussi présent comme qui est vraiment d'actualité pour le coup, parce que là j'ai eu je crois la semaine dernière un ami à moi qui a reçu un mail comme ça,
c'est les fameux mails qu'on appelle de la sextorsion. Donc c'est des mails qui disent ouais j'ai piraté ton ordinateur, je t'ai filmé en train de regarder des films porno, ou alors j'ai des photos de toi tout nu ou toute nue, je vais envoyer ça à tous tes contacts. Donc ça c'est des mails qui font très peur, hein. J'ai déjà eu des amis d'amis qui m'ont dit qui étaient en pleurs et qui ont limite été en dépression à cause de ce genre de menaces. Et en fait, pourquoi les gens sont aussi pourquoi ils se font autant avoir, quoi, pourquoi ils y croient autant, c'est parce que les gens qui envoient ces mails, ces campagnes de mails, eh bien dans le mail ils mettent la preuve que j'ai vraiment accès à votre ordinateur et que j'ai vraiment les données, enfin les photos de vous tout nus, etc. C'est parce que la preuve c'est plutôt qu'ils mettent un mot de passe. Ils disent par exemple vous avez tel mot de passe. Et en fait le mot de passe qu'ils mettent dans le mail c'est effectivement un vrai mot de passe que vous avez utilisé sur un vieux site en général, ou en tout cas un site qui s'est fait pirater où la base de mots de passe a été dumpée. Du coup eux ils utilisent ce fait pour renforcer la véracité de leur mail, même si ça reste faux, hein. Et c'est pour ça que c'est ce genre de campagne qui marche bien. Et c'est un peu aussi, enfin tout ce qui est, ça ressemble un peu ça joue beaucoup en fait sur ce qu'on appelle le social engineering. Donc le social engineering, ça va être pareil, le but ça va être d'extraire de l'information juste en discutant avec vous. Donc le cas le plus typique, c'est vous avez quelqu'un au téléphone, vous faites passer pour le service technique et vous lui demandez son mot de passe. Et la personne crédule donne son mot de passe. Donc le social engineering c'est toute une grosse partie à part entière qui peut être aussi aidée de la technique, hein. C'est pas juste que de l'oral, c'est souvent associé avec de la technique pour renforcer, on va dire, l'ascendant psychologique sur la cible. C'est des parties qui sont peu testées en France, hein. Moi j'ai jamais eu de mission où on m'a autorisé à faire du social engineering. C'est plus courant par contre dans les pays anglo-saxons. Et vous avez, si vous êtes curieux sur ce sujet, vous connaissez mal, je vous conseille une vidéo super qui démontre bien ce que c'est le social engineering. Si vous tapez social engineering baby. Ouais, voilà, ça c'est une vidéo qui a été beaucoup vue, on voit 1 million de vues. Ensemble, restons Ah mobilisés. ouais, c'est vrai que vous avez des pubs. Carrefour. J'ai tellement des modules anti-pub partout que j'oublie que les gens ils voient des pubs sur YouTube. Voilà, et donc sur cette vidéo, je vous mettrai le lien sous ma vidéo. On voit que la hackeuse ici présente et au téléphone avec le service après-vente, enfin le service technique d'un provider, et elle va en quelques minutes réussir à changer le mot de passe du présentateur qui est en face d'elle. Du coup, elle s'aide de technique parce que elle met comme bruit de fond un bébé qui pleure, etc. Et encore là, c'est très soft niveau technique, mais après il peut y avoir de l'envoi de campagnes de phishing avec PDF, etc. Bref, c'est une science à part entière qui est sous-estimé et beaucoup peu, comme je disais, fait en France, alors que c'est ce que font les attaquants aujourd'hui, hein. Le plus efficace aujourd'hui, c'est ce genre de campagne de phishing qui permet de mettre un premier pas dans la cible. Pour rappel, hein, la mission dont je parlais au début de la vidéo, le plus dur, ça a pas été de devenir domaine admin, le plus dur c'est de réussir à avoir un pas dans une connexion qui permet un shell en gros, hein, de connexion à l'intérieur de l'entreprise. Et là, dans la mission en question, moi j'avais réussi grâce à une injection SQL, mais aujourd'hui la plupart des attaques sophistiquées, c'est grâce à des campagnes de phishing qu'ils arrivent à rentrer, et des campagnes de phishing tellement bien faites, qui est tellement avancées, donc avec des vraies informations dans les mails pour que les gens pensent vraiment que c'est vrai. Et pour un autre exemple, je connais une personne dans un SOC, donc un Security Operation Center, donc quelqu'un vraiment qui est formé à la sécurité informatique, qui s'est déjà fait avoir. Il attendait un colis et il a eu un mail de phishing
comme quoi son colis était arrivé, il a cliqué sur le lien, il s'est fait avoir comme un débutant, hein. Donc c'est très efficace comme technique d'attaque aujourd'hui. Mais on va pas trop digresser parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, et donc on va attendre que notre injection SQL nous affiche les usernames et mots de passe présents dans la base de données de la web app. Et je relance une pause parce qu'il y en a pour un petit moment encore. Alors, il y a une autre méthode aussi, enfin là je suis en train de penser que vu qu'on y va un peu au guessing, on voit que, enfin on avait spécifié de dumper les colonnes username et password, et ce qu'on peut faire c'est tout bêtement dumper carrément toute la table. Donc là on aurait pu le faire d'entrée, vu que enfin si la table est petite, vu que la base de données elle est petite et que la table est petite, on peut effectivement dumper directement toute la table. Il y a aussi un mot-clé dans SQL Map qui s'appelle "dump all", qui dump carrément, pas toute la table mais carrément toute la base de données. Donc ça, par contre c'est évidemment quand vous avez une injection SQL qui vous permet d'être rapide, soit parce que la connexion est rapide, soit parce que l'injection SQL n'est pas time-based, mais que vous pouvez carrément sortir la donnée grâce à l'injection SQL dans un message d'erreur ou parce que l'output est affiché. Voilà, donc on est reparti pour attendre. Là je dump carrément toute la table web users de la base de données web app. Pendant que j'y pense, en attendant que le dump avance, il y a un exemple de social engineering que j'ai vu passer il y a quelques mois qui était intéressant. C'était la mère d'un hacker qui avait piraté une prison. Un truc comme ça. On est sur quelle machine? Ah ouais. Hop, je le mets en noir. On va le mettre en France, parce que c'est un article en français. Voilà. Et ça du coup c'est un exemple assez intéressant, puisque ça montre que les défenseurs et équipes défensives sont... Enfin les gens de manière générale d'ailleurs, ont tendance à plus faire confiance aux femmes qu'aux hommes, dans le sens où ils se disent ouais une femme ça peut pas être une hackeuse, surtout une femme d'un certain âge. Là la Rita Strand elle avait 58 ans et du coup elle a pu déjouer des sécurités qui parce qu'elle n'avait pas le profil d'une attaquante. Donc c'est intéressant pour si vous avez à monter une red team pour faire des missions red team, d'avoir une femme dans votre ou plusieurs hein, si vous pouvez dans votre équipe, puisqu'elle sera moins soupçonnée et vous passerez plus facilement à travers les mailles du filet. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez en dessous de la vidéo. Alors on en est où? Je comprends mieux d'ailleurs pourquoi il mettait 5 heures pour cette machine, parce qu'en fait il faut être très patient sur le dump de la base de données. Alors pour rappel, on a finalement, au lieu de y aller à l'aveugle, je me suis dit que autant dumper carrément toute la table users. Donc comme SQL Map est très bien foutu, on peut voir ça où? Tac. Voilà, qu'il y a une fonction resume, donc il reprend là où il en était. Donc il retrouve l'injection SQL qu'il avait trouvée auparavant, et ensuite il reprend le dump où il en était. On voit ici resume 3 ID username. Donc ce que j'avais pris comme hypothèse s'avère bonne. On voit qu'il a dumpé password PASWORD comme nom de colonne. Et donc une fois qu'il a récupéré toutes les colonnes, donc il y a user, dans la table users il y a 3 colonnes, c'est ce qu'il avait trouvé auparavant, username, ID et celle qu'il vient de trouver, password. Et maintenant il dump complètement cette table.
donc ces 3 colonnes. Et là on voit que ensuite donc il met 1, j'imagine que c'est pour l'ID 1. Ensuite il passe sur un autre champ qui est I will take the ring. I will take the ring. Et ensuite le champ d'après c'est FRODO, Frodo. Donc on peut imaginer que il dump en premier le password. On verra clairement comme il faut à la fin, mais là c'est pour gagner du temps. Et j'espère que d'ici la fin de la vidéo le dump sera fini, que vous voyez à quoi ça ressemble en propre. Mais globalement on voit que donc il y a un username Frodo qui correspond à Frodon, pour ceux qui n'ont pas lu Seigneur des Anneaux en anglais. Et son mot de passe c'est I will take the ring. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mot de passe? On peut, pour rappel, on avait trouvé 2 ports ouverts. On avait trouvé le 22 et le port 1337, un lit. Donc on peut se dire que, outre le fait qu'on a trouvé le mot de passe pour se loguer sur l'application de Frodo, mais à la limite on s'en fout un peu, puisqu'on s'est logué et on a vu que c'est pas très réaliste, hein, y a rien à part un même. Vous pouvez y retourner si vous voulez, pour valider que si on met Frodo et on met I will take, mince, à force de taper des espaces, ce que je vais faire c'est que je vais le taper ici pour être sûr. I will take the ring. Donc quand je mets ça comme mot de passe, login, on voit bien que voilà, tous les utilisateurs tombent sur le même de Legolas. Donc il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser ce login mot de passe sur l'application. Par contre, potentiellement, il peut y avoir de la réutilisation de mots de passe, et donc l'utilisateur, pour se loguer en SSH, peut utiliser peut-être le même identifiant mot de passe qu'il utilise dans l'application web. Donc on va tester ça de suite. SSH frodo @ctf13. Donc là on voit qu'il y a un beau logo d'arrivée. Et du coup on a dit I will take the ring. Permission denied, ça passe pas. Ça aurait été bien, mais ce n'est pas bon. Alors, là on voit que... Donc j'avais fait le premier, je retourne où j'en étais. C'était où? 1. I will take the ring Frodo. Ensuite là 2, ça doit être l'identifiant 2. Et il dump my, donc my, pré. Il en est là, my pré. Donc ça va être encore un peu long, je sens. Donc on relance une petite pause. Je suis en train de voir que l'heure tourne et moi j'ai une contrainte à 17h. Donc je vais avancer un peu plus vite et je pense que d'ici la fin de la vidéo vous aurez peut-être l'affichage propre de l'extraction du dump. Toujours est-il, donc on a testé Frodo, son mot de passe marchait pas. Là on voit que l'identifiant 2, le mot de passe c'est my p. Alors attendez, on va plutôt prendre les lettres à gauche là. Donc l'identifiant 2, ensuite le mot de passe c'est my precious R0. Donc on peut imaginer que my precious, donc on est dans le monde du Seigneur des Anneaux, c'est Gollum qui dit ça, mon précieux. Donc Gollum en anglais c'est Smeagol. Et donc là c'est my precious, mais c'est pas ring, l'anneau comme dans le Seigneur des Anneaux, c'est R0. Donc R00 même. Donc on peut imaginer que comme la machine s'appelle Lord of the Root, donc ça va être my precious root, mais en langage lit, le O devient 0. Donc je retente ce que j'ai fait tout à l'heure, mais ce coup-ci, au lieu de mettre Frodo, je mets Smeagol. Et donc je tape my precious root. Oui, non. Oui, c'est bien ça. Du coup,
Maintenant on a un accès SSH sur la cible, et donc je rappelle notre but quand il y a écrit sur rootme partez à la recherche du précieux, c'est écrit juste en dessous, le flag de validation est stocké dans /password, donc nous ce qu'on veut c'est afficher ce flag. Mais on n'a pas les droits puisque on tourne avec les droits de Smeagol et le flag est lisible que par le root. Donc il faut qu'on devienne root. Donc j'avais montré dans une précédente vidéo l'utilitaire linenum qui permet de faire de l'énumération de l'élévation de privilèges. Donc si on fait genre github linenum.sh, voilà celui-là. Donc on va prendre le row. Hop. Je vais prendre ce script et le mettre. Ah, on voit ici que ça y est, il a récupéré le T, donc on voit bien que c'était bien root. Hein. Et là il passe à l'utilisateur suivant, donc effectivement on a bien. Si on était juste un chouïa plus patient, on aurait eu le mot de passe en entier directement. Donc, je fais un wget bim, je récupère le script depuis GitHub vers ma machine attaquante. Le script est là, linenum.sh, et j'ai besoin d'envoyer ce script sur la cible. Donc comme j'ai le mot de passe SSH, autant le faire en SCP. Donc je fais SCP linenum, pardon, lin avec L majuscule, vers smeagol at ctf13.rootme.org slash, et j'imagine que on est dans /home smeagol, donc c'est /home/smeagol my precious root. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, même en SSH. Voilà, donc là j'ai envoyé le script sur la cible, il apparaît bien là. Par contre il faut que je lui donne les droits d'exécution, donc je mets hmod plus x linenum, et maintenant je peux le lancer en faisant un point slash classique. Donc ça énumère un paquet de choses, on avait commencé à voir ça dans une précédente machine, je ne sais plus laquelle de tête. Donc ça va énumérer les fichiers qui ont des permissions pas forcément évidentes. Smeagol recovery. Il y a des trucs un peu chelous, enfin des historiques Firefox. Fais voir, il y a un point bash history sudo etc password vsudo my precious root. Ah non, pas faire de sudo, ça aurait été trop facile. Donc on remonte un peu les points conf, les capacités Linux, des fichiers avec des CTUID très bizarres, secret door. Donc ça effectivement c'est à creuser. Interesting things. Qu'est-ce qu'il y a d'autre debout? Je continue de remonter. File permission, binary permission. Cron tab. Anacron. Shell. Environnement. TC password. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour vous introduire un autre script qui est pas mal. Il y en a un paquet hein, de scripts d'énumération Linux, élévation de privilège Linux. Et l'autre c'est Linux Priv Checker, un truc comme ça. Je vais vérifier là, comment on l'écrit précisément.
dans mes notes. Privesc Linux privchecker.py. Voyons ça, GitHub Linux privchecker.py. Voilà, je crois que c'est celui-là. Oui, c'est bien sûr, c'est celui-là sur le Sleventi 11. Wow. Et on est parti pour refaire la même manip qu'avec l'Inenum. Je fais d'abord un wget pour le récupérer. Et ensuite, je fais mon SCP. Parce que si c'est pas l'Inenum, c'est Linux privchecker. My precious root. Là en vrai c'est parce que je sais que la solution, enfin je vois pas qu'elle pop avec l'Inenum la bonne solution. Et mais par contre sinon si je savais pas la solution, là j'aurais creusé en premier les statuts ID qui était un peu chelou là dans route. Mais comme on manque de temps, je vais directement à la solution que j'espère que Linux, que le nouveau script que j'ai uploadé va le trouver. J'espère qu'on a Python déjà, parce que je suis pas sûr. Which Python, ouais c'est bon. Python, Linux. Alors voyons voir si cet autre script d'élévation de privilèges trouve quelque chose en plus. Netstat, bon il fait beaucoup de choses semblables à l'inenum.sh. Ils sont un peu tous... en même temps, les différentes techniques d'élévation de privilèges sont les mêmes, hein, forcément. Current users, Mangle. Qu'est-ce qui nous sort? Apache route. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on attend. Ça c'est quoi déjà? Tac. UDF Raptor. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Cialzo, machin, Raptor. Bon bah on va faire cette solution là. Il y a plusieurs solutions pour solutionner cette machine. Je pensais, enfin j'hésitais entre deux solutions, mais vu que Linux privchecker trouve la solution Raptor, allons-y pour la solution Raptor. Donc ça consiste en quoi? Il faut récupérer ce .c. D'ailleurs ça se trouve, je peux le faire direct. Fais voir s'il a accès à internet cette machine. Et ça a l'air de le faire car Raptor. J'ai pas besoin de passer par une machine attaquante, je pouvais directement télécharger sur internet. Et donc ils mettent ici la procédure, hein. Donc on va suivre la procédure, mais dans un premier temps il faut compiler notre .c. Donc gcc -g-c raptor ls. Il nous a donc sorti un raptor udf.o. Donc le .o il faut le transformer en librairie, gcc-g shared. Tout ça c'est expliqué hein, dans ExploitDB. Je le sors pas du chapeau. So name raptor udf2.so. Fatal error, no input file. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, si j'oublie la moitié de la commande, ça risque pas de marcher. Moins raptor df2.so raptor, donc là je prends le e.o,
df.o-lc. Recognize live option. GCC moins G moins shell moins W. Oui, c'est pas 1, c'est L. C'est mieux. Donc là, il m'a pondu une librairie SO. Donc on va pouvoir utiliser cette librairie SO avec MySQL pour élever ses droits. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que MySQL connecte en route. Il me dit T9, ok. Si je lui dis mot de passe et que je mets my precious root access T9. Ah bah zut, comment je fais alors pour me loguer? Je fais une petite pause parce que là je suis pas sûr de mon coup. Je suis en train de penser que tout bêtement ça se trouve c'est un mot de passe vide et j'ai même pas testé. Non non, c'est pas un mot de passe vide. Using password S, ouais. Bon, on va essayer l'autre mot de passe qu'on a trouvé, c'était I will take the ring. Pas mieux. Voyons voir. Ah oui, je sais, en fait, le mot de passe route, il faut le craquer une fois qu'on l'a dumpé de la base. Et vu que la base, j'ai même pas encore dumpé l'user mot de passe, je pense qu'on va du coup pas utiliser cette solution qui est un peu trop longue à mon goût. Donc, si on remonte sur les scripts d'énumération, ne trouvez pas que cette solution, il trouvait aussi... Ça c'est les packages installés. On a un sacré paquet. Shadow file, config password. Word writable last meagle. Sidewars. Ah ouais, en fait ça se trouve c'est tout bêtement qu'il faut se baser là-dessus. Donc on voit qu'on est sur une Ubuntu avec la version 14.4. Donc si je fais un Searchploit, je crois que j'en ai pas encore parlé, il y a la Miss qui en a parlé un peu dans sa vidéo. Donc ça consiste à chercher des exploits en fonction, en gros c'est comment on appelle ça, une copie de ExploitDB, qui est donc ce site fait par les gens de Kali, ou qui répertorie l'ensemble des exploits publics dans une base de données. Donc, et cette base de données, elle est copiée dans Kali. Le gros intérêt, c'est parce que quand vous êtes en mission chez un client, vous n'avez pas accès à Internet, ben, ça vous permet de pouvoir quand même faire des recherches d'exploits associés à un logiciel ou un système d'exploitation. Donc là, si je fais Searchploit Ubuntu 14, ça m'envoie, enfin ça fait un grep en gros, hein. Donc ça cherche dans la base de données tous les exploits associés à Ubuntu 14. Bon, c'est pas très propre parce que c'est tout, ça peut être aussi, comme vous voyez ici, Ubuntu qui contient 14. Donc on voit qu'il y en a un paquet. Et nous, celui qu'on va utiliser, c'est le overlay FS. Donc il y a des techniques plus propres hein, pour trouver ça, je le ferai dans une prochaine vidéo, mais là je suis un peu à la bourre, donc on va pas traîner. Et c'est parti pour utiliser celui-là. Donc le script, ce qu'on va faire, c'est que comme la machine a accès à Internet, on va pomper directement le script sur ExploitDB. Donc comme on voit ici c'est le 39166, donc si je vais sur 39166, voilà c'est celui-là, overlay FS. Donc ce que je veux moi c'est le lien pour pouvoir le télécharger en RAW, voilà.
Et comme ça j'ai plus qu'à faire un wget depuis ma cible, ici, bam, ça le rapatrie ouais, directement sur ma machine cible, sur /home de Smeagol. Et du coup ça va être plus simple avec cet exploit normalement, hein, si tout se passe bien. Donc on va juste le compiler. Alors je vais quand même le renommer pour qu'on y comprenne quelque chose. Ça c'est mon .c. On fait file 39, donc ça va juste dire que c'est de l'ASCII. Si on fait un more 39, on voit bien que c'est du code en C. Et donc je le compile. Et je vais l'appeler tenflow. ls-l, il a directement le plus x, c'est parfait. Donc je le lance. Bim, c'est pas plus compliqué. On est route. Et donc on peut afficher le /password et récupérer le flag. Le dump est toujours pas fini, j'aurais bien aimé qu'il soit fini pour vous montrer sur la fin. Mais je suis pressé par le temps, donc ce que je peux faire c'est vous montrer à quoi c'est censé ressembler. Sur par exemple, je vais prendre lequel. Tiens ouais, ça c'est pas mal. Paf. Donc pour rappel, hein, les machines vulnhub, il suffit de taper vulnhub, le nom de la machine, donc là c'est lord of the root. Et vous avez donc le... Vous pouvez la télécharger, hein, si vous voulez pas la faire sur root.me, mais si vous voulez l'attaquer en local chez vous, vous pouvez la télécharger ici. Et vous avez les walkthroughs en bas. Donc si on prend... lequel on va prendre dans les walkthroughs? Tac tac. Sinon on va pas prendre ça, on va prendre plutôt si on cherche walkthrough Lord of the Root, et on va prendre il y en a un sur Medium normalement, et donc il faut vraiment le chercher sur un site medium.com. C'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, j'arrive pas à trouver celui-là que je veux, c'est pas grave, on va pas prendre celui-là que je pensais, tant pis. Revenons, et on va prendre celui-là. Donc sur ce write-up, on voit que si on est patient, tac 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 tac, ça on l'a déjà fait, Ah oui, il montre aussi que la... c'est pas mal de montrer ça, que en utilisant Burp Pro, on peut découvrir la SQL injection aussi. Et du coup, après switcher sur SQL Map, une fois qu'on a trouvé sur Burp Pro qu'il y avait une injection SQL. Et voilà, donc si on est patient, on a à la fin, quand on fait dump, la fameuse commande là, on a ça à la fin, donc on voit bien que le mot de passe de Smeagol c'est myPreciousRoot. Et qu'il y avait tout ça sinon dans la base de données. Voilà, donc on valide le flag histoire de quand même, hein, de pas avoir fait tout ça sans valider. Tac. Félicitations, out la box. Donc pour résumer, la machine Lord of the Root était exploitable suite à... Bon, elle n'est pas très réaliste hein, sur le côté récupérer l'URL qui était caché. Mais sinon, donc sur l'URL caché, il fallait faire un SQL map, donc trouver l'injection SQL. Depuis cette SQL map, ça nous permettait de dumper les login mots de passe des utilisateurs de la web application. Et quelqu'un, comme souvent, hein, ça dans la vraie vie c'est très réaliste, quelqu'un réutilisait le même mot de passe entre le SSH et l'application web. Donc on a pu se connecter en SSH, et comme la version Ubuntu était ancienne, eh bien on a pu exécuter l'exploit overlayfs qui permet de laisser droit en tant que route sur cette version d'Ubuntu. Voilà pour cette machine qui était plus longue, beaucoup plus longue d'ailleurs que ce que je pensais à cause de la lenteur de l'extraction du dump SQL.
J'espère que ça vous a quand même plu et que ça vous a permis de faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander. Et je vous dis à la semaine prochaine.